Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Bienvenue dans cet excellent, votre émission du dimanche 19h sur Sud Radio. Ce soir pour vous, un de nos acteurs éponymes dont les films pour certains sont entrés dans notre inconscient français, tant nous les connaissons, un réalisateur aussi et un comédien qui s'engage comme il le fait en ce moment au théâtre de la Michaudière. Richard Berry, vous êtes sur scène, dans L'audience est ouverte, la mise en scène est de Éric Théobald. Vous enfilez la robe d'avocat pour la deuxième fois, on se souvient de Plaidoirie, et dans ce nouveau spectacle vous abordez 4 grandes affaires emblématiques du XXe siècle, on va revenir dessus. C'est presque d'utilité publique, on peut le dire, on va en parler évidemment, puis on va parler de vous aussi. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Il est à la tête de la ville qu'il a vu grandir, et c'est un maire qui s'engage pour son amélioration sans relâche, tout cela depuis quelques années, puisqu'il est en plein deuxième mandat. Pierre-Yves Martin, vous êtes le maire LR de Livry-Gargan depuis 2014, et le mieux vivre, l'amélioration constante de votre ville, c'est votre leitmotiv, c'est vous qui le dites. Alors vous allez nous raconter concrètement comment vous faites pour faire mieux, mais aussi vos combats, protection, santé, meilleur habitat, les sujets sont vastes, sans vous oublier Pierre-Yves Martin évidemment. Bienvenue. L'audience est ouverte. Mesdames et messieurs les jurés, avez-vous une intime conviction? Je ne suis pas procureur à cette barre. Je suis avocat. Ma robe est noire. C'est celle de la défense. Je suis fier. La robe noire, celle de la défense de Richard Berry dans L'audience est ouverte. C'est l'extrait que vous venez d'entendre et c'est en ce moment au théâtre de la Michaudière à Paris. Pour info, du mercredi au samedi à 20h et le dimanche à 15h30. Alors Richard Berry, moi je suis venue la voir, la pièce, et j'ai été marquée. Alors pour commencer par la réaction du public qui vit intensément ces plaidoiries incontournables que vous lui proposez. Et alors vous avez eu la standing ovation, moi quand je suis venue. C'est rassurant sur la conscience empathique de ce dit public quelque part, parce que c'est des affaires importantes dont vous traitez. Oui, en tous les cas, c'est un retour. C'est pas l'idéal, mais enfin, en tous les cas, c'est presque un retour idéal, parce que le fait que les gens se lèvent, ça signifie qu'ils ont été touchés, émus, qu'ils ont compris aussi les messages qui sont véhiculés par les avocats à travers ma voix, qui fait perdurer des plaidoiries qui normalement disparaissent avec le temps, mais qui écrivent l'histoire de temps en temps. Comme c'est le cas avec celle-ci. Qui n'ont pas disparu, clairement. Oui. Celle de Jakubowicz dans Barbie et celle de Arnaud Dupin dans l'affaire Bonne Maison, de ce médecin qui avait été accusé d'avoir tué des patients en fin de vie. Celle de Laborie quand il défend Zola dans l'affaire Dreyfus. Et celle de Félix Molteni dans l'affaire Cédric Herrou. Sur le délit de solidarité. Pas vraiment une plaidoirie, qui est plutôt un concours d'éloquence. Mais ça montre que les gens se sentent concernés, sont touchés, et c'est exactement la raison pour laquelle je fais ce spectacle. Donc, si vous voulez, je suis heureux quand ils sont debout, oui. Alors justement, ces 4 grandes affaires emblématiques, vous l'avez dit, Maître Jakubowicz, c'était le procès de Klaus Barbie, la plaidoirie contre Barbie. Maître Laborie, c'était celui d'Émile Zola dans l'affaire Dreyfus. Nicolas Bonnemaison et avec Maître Dupin, c'est la fin de vie, effectivement. Et puis Maître Molteni, le délit de solidarité. Alors 4 grandes affaires, 4 enjeux très contemporains, à commencer par l'antisémitisme qui cavale Richard Berry. Et ça, c'est important de le souligner aussi. C'est-à-dire que moi, au départ, quand je choisis ces plaidoiries, je les choisis il y a presque, pour certaines, 3 ans. Jakubowicz avec Barbie. Donc je ne peux pas imaginer que ça va rencontrer l'actualité avec cette violence. Et il se trouve qu'à mesure que le temps passait, il s'est passé des événements, comme on l'a constaté, que ce soit à la fin de vie avec Françoise Hardy, qui a remis ça un petit peu au goût du jour. Enfin, c'est ce qui arrive malheureusement quasiment tout le temps, mais on ne fait jamais rien, vraiment, en profondeur. Ou les migrants, on en a reparlé. Et puis l'opinion publique avec l'affaire Dreyfus, parce que ce qui est très intéressant à travers la plaidoirie de Laborie, comme celle de Jakubowicz, c'est qu'elle parle à la fois de l'antisémitisme, mais sous 2 prismes différents. La façon dont le public peut s'en emparer, c'est-à-dire sans connaître les preuves, mais comme ça pour juger un petit peu à la hâte tout ce qui se passe. Laborie parle de l'opinion publique, mais aujourd'hui on dirait réseaux sociaux. Et puis la Shoah, on peut imaginer aussi quand Jakubowicz traite le sujet en 1987, il parle pour la mémoire, il parle pour l'histoire, il parle d'amnésie.
On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est le cas, quoi. Les gens sont amnésiques, se rendent pas compte à quel Alors, il y a point, un truc qui m'a particulièrement marqué, moi, dans ce procès Klaus Barbie, dont on voit des scènes. Il y a une femme qui dit « Pourquoi est-ce que je dois parler pour qu'on me croie ?» Alors, ça résonne tout particulièrement avec la situation des femmes israéliennes qui ont été Je n'aurais pas cru victimes devoir en parler pour être du cru. Hamas. Voilà, c'est ça. Eh bien, voilà, on se retrouve exactement dans la même situation. Mais même, je veux dire, les films qui ont été tournés par le Hamas lui-même, qui devraient normalement suffire à convaincre, ne suffisent pas, parce qu'on remet tout ça en question. Je pense qu'il y a vraiment un antisémitisme viscéral, profond, quoi, qui revient... qui était toujours là, quoi. Mais qui était toujours là, voilà. Moi, j'ai l'impression que, simplement, aujourd'hui, il y a la liberté de parler, quoi. Vous savez, il y a libération de la parole d'une manière générale, à tous les niveaux, et c'est plutôt bien dans certains cas, et pour les féministes en particulier, mais aussi la libération de la parole antisémite. D'ailleurs, il y a certaines féministes qui se taisent aussi sur certaines exactions du Hamas, en l'occurrence. Mais enfin, moi, mes plaidoiries parlent pas de ça, mais elles viennent mettre quand même en perspective, effectivement... elles sont presque une métaphore de cet éternel recommencement, finalement. Malheureusement, oui. Alors, évidemment, il y a cette affaire Dreyfus aussi, qui résonne tout particulièrement, Richard Berry, puisque quand vous jouez Dreyfus qui descend devant la foule le chemin qui le mènera à la prison en criant sur scène, c'est saisissant, Richard Berry. On ne peut pas s'empêcher de penser que ce cri, c'est aussi le vôtre, face aux accusations d'inceste, de votre fille Colline, auquel vous avez répondu, je cite, en démentant de toutes vos forces et sans ambiguïté. Et là, vous criez « Je suis innocent » sur scène dans la voix de Dreyfus, et on croirait que c'est vous qui criez, en fait. Mais c'est moi. C'est sûr que c'est moi, parce que... Mais comment se défendre d'un crime qu'on n'a pas commis ? Surtout dans une époque où, en ce moment, le vent fait qu'on écoute sans doute. C'est ça le problème, ce que disait d'ailleurs très justement Caroline Fourest. Disait un vrai féministe devrait accorder autant d'importance à l'écoute qu'au doute. Or, c'est pas le cas. En ce moment, on écoute, mais sans doute possible. Donc, il n'y a pas la place pour se défendre. Et vous, c'est un cri du cœur, quoi. Pour moi, c'est un cri du cœur, de l'âme. Je dis ma vérité, même si en ce moment on peut pas l'entendre. Cela dit, la justice l'a dit aussi, puisque... Alors justement, la justice vous a innocenté. On parle du tribunal populaire, on peut le dire. Alors justement, encore un parallèle avec ce même tribunal qui a condamné Dreyfus, ce tribunal populaire qui l'a condamné au même titre que la justice, en fait, et même avant. Et vous aussi, vous avez été condamné par ce tribunal populaire des réseaux sociaux. Alors, c'est-à-dire, oui, mais là, moi, c'est pas pareil. Parce que moi, j'ai l'impression, vous savez, j'ai continué de jouer pendant toute cette période, que ce soit à Paris... Et votre salle était pleine à chaque fois, on peut le dire. À chaque fois. C'est ça. Donc, si vous voulez, le tribunal populaire, oui et non. C'est pas pareil. C'est un petit microcosme de personnes. Je vais pas cibler qui que ce soit. Mais, en tout cas, qu'on entend beaucoup. Qui parlent très fort, qui font peur à certaines personnes, et qui font que tout le monde se tait derrière, tu vois. Mais en réalité, moi, ce que j'appelle le peuple... le peuple, il vient me voir. Moi, je me souviens avoir joué après cette affaire. On était encore dans le cœur de l'affaire, ou en tout cas les suites, et en plein Covid, je me souviens avoir joué devant des salles de 1800 places, bourrées à craquer. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que les gens, ils font la part des choses. Ils sont loin d'être de ce qui bêtes. se passe dans les réseaux sociaux aussi, quoi. Oui, et je crois qu'ils font la part des choses. Voilà. Alors, justement, l'audience est ouverte. Ça met aussi en lumière, c'est intéressant, le travail des avocats et les dilemmes éthiques, finalement, auxquels ils sont confrontés. Alors, on pense à Vergès, qui a quand même pris la défense de Klaus Barbie, qui s'en est pas très bien sorti d'ailleurs, le pauvre. Est-ce que vous pensez que lui, ça l'a plombé, ça, justement, d'avoir défendu je pense pas. Un je monstre. pense que c'est... D'abord, je dirais pas le pauvre, parce qu'il l'a fait avec passion. Non, le pauvre, parce qu'il a fini sa vie après de lui-même, c'était ça, plutôt. Il l'a fait avec passion. Et puis, on va dire, moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Je veux dire, je crois dans la justice. Je crois dans une société démocratique qui valorise le droit. Donc la justice, même si la justice est rendue par des hommes et que les hommes sont faillibles et que même la justice peut se tromper, mais en tout cas, je pense que
un homme, quel qu'il soit, a droit à être défendu. Et même Claudel, Même Barbie. il le dit d'ailleurs, Jakubowicz. Il dit qu'à un moment donné, voilà, il ne devra pas à son avocat de ne pas être condamné à mort. Il devra à la démocratie, devant laquelle il n'a même pas la décence de comparaître. Et à Badinter, dont il a fait déporter le père en plus. C'est ça pour la petite histoire. C'est Robert Badinter qui a fait qu'il n'y a plus de peine de mort, et c'était quand même lui qui a fait, Klaus Barbie, qui a fait déporter le père de Badinter et qui ne sera pas condamné. Exactement, ouais. Il y a eu dans cette rafle, rue Sainte-Catherine, le père de Badinter qui est parti devant son propre fils, qui a été gazé donc à son arrivée, et effectivement quelques années plus tard, c'est grâce à son fils que cet homme, ce monstre, ce boucher, comme on dit, le boucher de Lyon, ne sera pas exécuté. Ouais. En fait, il avait été condamné à mort dans les 2 procès précédents par contumace, mais il a eu la chance, entre guillemets, d'échapper à ces procès. Alors le théâtre comme la culture, Richard Berry, ça sensibilise le public à des questions importantes. Quand vous faites un spectacle comme ça, qu'est-ce que c'est le message principal que vous avez envie qu'on retienne ? Déjà, moi, le message principal, c'est d'aller au bout de ce que je suis, de ce que je pense, et donc d'avoir réussi à mettre en place un comportement, des points de vue que je peux avoir sur la société, de pouvoir les jouer, déjà c'est une chance énorme, et puis de les faire entendre et de continuer d'être comme un passeur, si vous voulez. Voilà, de me dire que dans le moment où ces plaidoiries ont été faites, puisque ça dure qu'un temps, la plaidoirie d'un avocat, moi je peux continuer de faire entendre ce discours, et même si les gens n'ont pas pu avoir accès à ces plaidoiries dans un prétoire ou dans des films, puisque la plaidoirie, par exemple, de Jakubowicz, elle est dans le film, le procès Barbie, mais les gens ne sont pas forcément accessibles à ce genre de travail. Eh bien, moi, je peux continuer de le dire tous les soirs pour des sommes accessibles, assez modiques pour le spectateur, puisque il y a des prix de place qui valent 12 €, 10 €. Donc tout le monde peut venir, quoi. Tout le monde peut venir, voilà, et ils viennent. Et alors vous, Pierre-Yves Martin, je rappelle que vous êtes le maire de Livry-Gargan assez rapidement, vous êtes dans le 93, vous aimez aussi organiser des événements culturels pour faire passer des messages par rapport, par exemple, autour de l'importance de l'égalité des chances, etc. La culture, c'est un élément important du politique ou de l'élu aussi, pour valoriser et faire passer des messages dans sa ville, quoi. Je pense que, en effet, la culture est importante pour garder sur une commune des principes et des valeurs et faire passer des messages. Tant des messages appuyés sur également l'égalité entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, prochainement, un spectacle à Livry-Gargan avec Valérie Pérez-Henouchi sur Destin de femmes. Ouais. On va en parler tout à l'heure. Voilà, c'est des messages importants qu'il faut conserver. Je pense que la culture lui permet de lutter contre l'obscurantisme. Bien sûr. Eh bien, la culture permet de lutter contre l'obscurantisme, et on est sur Sud Radio, vous le savez. C'est excellent avec le réalisateur et comédien Richard Berry, le maire de Livry-Gargan, Pierre-Yves Martin. Pardonnez-moi, on arrive juste après ça, vous restez avec nous. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent les copains. Ce soir à mes côtés, le comédien Richard Berry à l'affiche de L'Audience est ouverte, au théâtre de la Michaudière à ne pas rater, et le maire engagé de Livry-Gargan, Pierre-Yves Martin. Alors Pierre-Yves Martin, on va parler un peu d'actualité pour commencer, de sujets qui vous tiennent à cœur. En partie, alors on va faire un focus sur la suppression de la taxe d'habitation, qui est une mesure très attendue, par de nombreux contribuables. Et comme beaucoup de maires, finalement, vous êtes inquiets quand même quant à la compensation de cette perte de revenus par l'État, déjà, pour commencer, Pierre-Yves Martin. Oui, c'est une bonne nouvelle en termes d'affichage, mais nous, en tant que maire, au quotidien, ça pose quelques questions. D'une part, il y a une compensation qui est effectuée, elle ne poursuit pas aussi une dynamique. Derrière, on a d'autres constructions qui s'effectuent sur le territoire, et cette dynamique n'est pas compensée, en effet, à l'euro près. Et puis d'autre part, c'est la vision qu'on souhaite apporter aussi en termes d'aménagement dans nos communes. Construire dans nos communes, et essentiellement, et je pense que la suppression de la taxe d'habitation amène aussi une situation où on a des habitants qui cherchent plutôt à être locataires. D'accord. Et pas forcément propriétaires. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui,
ce qui repose aujourd'hui sur l'impôt des communes, c'est essentiellement la taxe foncière. Aujourd'hui, justement, ouais. Donc il y a beaucoup de maires qui ont dû augmenter la taxe foncière justement pour compenser cette perte de revenus. Est-ce que c'est une mesure que vous avez dû prendre vous à Livry-Gargan, Pierre-Yves Martin? j'ai dû prendre malheureusement cette mesure pour pouvoir pérenniser les projets d'investissement qui sont aussi importants. Et la réaction des habitants? C'est toujours parce que comme on dit, les maires sont à portée de baffe. Excusez-moi. Exactement. Donc comment ils réagissent les habitants? Ils viennent vous voir directement quand ils sont pas contents? Comment ça se passe dans ces cas-là? Bien sûr, ils sont en effet. Ils viennent directement nous voir et nous expliquent. Ils ne comprennent pas que c'est la vie de la commune, la gestion de commune repose sur 45 à 50% seulement des foyers de la commune. Et aujourd'hui, on a cette problématique-là. Qui s'augmente en fait, qui grandit avec cette suppression en fait. Bien sûr, avec cette suppression, ça augmente. Et en plus, on nous demande de construire des logements de plus en plus, sans avoir forcément des compensations financières. Et puis, il faut bien sûr accueillir les enfants dans de bonnes conditions dans les écoles. Il faut avoir des services publics de qualité. Et aujourd'hui, on est confronté à cette situation complexe. Donc, comment il faut faire? Comment il faut faire? Il faut trouver... Aujourd'hui, pour être maire, c'est être ingénieux. Trouver des solutions, de faire mieux, voire toujours plus, avec moins. Judicieux, quoi, aussi. Judicieux. Ok. Alors, beaucoup de vos collègues élus, justement, ils estiment que l'État, il leur impose des décisions financières difficiles en réduisant leurs ressources. Ils maintiennent quand même les responsabilités locales, parce que c'est en votre nom que vous prenez ces décisions-là. Pierre-Yves Martin, concrètement, est-ce que cette situation, elle a affecté votre capacité à répondre aux besoins et aux demandes de votre commune? Est-ce que ça vous met en difficulté, vous? En effet, on doit... trouver comment on peut améliorer le service aux habitants, qui est aujourd'hui encore plus exigeant qu'auparavant. On évoquait les réseaux sociaux, même si c'est un microcosme qui peut... C'est un microcosme qui peut brasser des millions de gens, quand même. Qui peut brasser des millions de gens et qui peut, en effet, faire monter une demande plus importante par rapport aux services publics qu'on peut apporter dans nos communes. Vous sentez, c'est plus surveillé, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Et alors, vos attentes vis-à-vis du gouvernement pour mieux accompagner justement les communes dans cette transition post-suppression de cette taxe d'habitation, qu'est-ce que ça serait? Si vous aviez à leur demander 2-3 choses. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse regarder concrètement comment sont données les dotations de l'État aux communes et regarder la dynamique qui peut s'effectuer sur chaque commune. Plus d'argent, quoi. Exactement. Tout simplement. Mais qu'elle soit mieux répartie et peut-être regarder comment elle est utilisée dans des communes où on en donne beaucoup plus, peut-être, et peut-être utiliser pas dans la bonne direction forcément et sur certaines politiques publiques. Donc si vous aviez plus d'argent, dans quoi vous investiriez à Livry-Gargan, Pierre-Yves Martin? Dans la culture, encore plus. D'accord. Je pense que voilà, et puis aussi dans le sport notamment. D'accord, parce que c'est aussi des secteurs qui créent le lien en fait entre les populations, c'est ça? Je pense que c'est aussi en mettant en place des actions fortes sur le sport, la culture, la jeunesse, qu'on permet aussi de consolider les bases et les principes de la République. Bien sûr. Alors vous critiquez, Pierre-Yves Martin, également ce gouvernement qui selon vous, exerce une gouvernance nationale qui est déconnectée de la réalité du terrain, en fait, tout simplement, et des besoins en fait, des citoyens. C'est ça que vous dites? Oui, je trouve qu'on est souvent entre ce qui peut être débattu à l'Assemblée nationale, où on a souvent aujourd'hui un débat surtout sur de l'émotion, un manque de... concret de réalité par rapport à ce que les gens peuvent vivre au quotidien. On le voit bien avec les différentes crises que nous vivons et qui impactent directement les habitants, où ils peuvent plus payer, où ils ont des problèmes, évoquent des problèmes de sécurité récurrents, et que derrière, sur ces problèmes régaliens, on a une absence totale de réponse de l'État. Totale ? Totale, oui, parce que entre les annonces qui peuvent être faites et la réalité sur le terrain, elle ne se voit pas directement. Je pense que, voilà, aujourd'hui, on est face à cette difficulté concrète entre des annonces qui sont faites et l'impact au quotidien pour le quotidien des habitants. Quand on voit l'inflation, aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été prises pour pouvoir accompagner, mais aujourd'hui, elles s'arrêtent.
ces mesures-là. Et les communes n'ont pas toutes bénéficié des aides et pu bénéficier des aides de l'État parce que soit elles géraient trop bien leur commune, Soit pas trop bien géré, c'est ça que vous nous dites, Pierre-Yves Martin? Moi, j'ai pas bénéficié à Livry-Gargan des aides de l'État. Parce que on avait une épargne brute inférieure. Parce que vous gérez bien, quoi. Voilà, exactement. Donc quand on est bon élève, on se fait taper sur les doigts, c'est ça que vous dites? En effet, on est confronté à cette difficulté de ne pas avoir assez de retour de l'État. Richard Berry, on parle de gouvernance déconnectée. Vous, les affaires judiciaires dont vous nous parlez, notamment évidemment dans l'audience est ouverte, par exemple la fin de vie ou l'aide aux migrants sur le délit de solidarité, quand même, ça révèle cette déconnexion aussi entre le pouvoir central et les réalités locales. C'est-à-dire que là, on va taper sur les doigts d'un fermier parce qu'il accueille, parce qu'il fait preuve d'empathie et c'est un acte républicain. La France, c'est quand même le pays des droits de l'homme. Et donc, il y a un problème de corrélation. Il y a une interprétation parfois, oui, effectivement, qui est une mauvaise interprétation qui est faite des lois, mais qui vient aussi peut-être du fait que les lois sont pas toujours très bien rédigées, qu'elles laissent place à une certaine ambiguïté et à diverses façons de les interpréter. Par exemple, effectivement, vous évoquez le problème du délit de solidarité. Ce qui est hallucinant d'ailleurs comme formulation, c'est très bizarre. Oui, c'est ça. Ouais. Alors qu'il y a une loi qui a été instaurée spécifique qui s'appelle l'immunité humanitaire, mais qui, si on l'interprète dans le mauvais sens, peut avoir des effets exactement contraires à ce qui a été au départ pensé et voulu. Donc, je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire, monsieur le maire, c'est-à-dire qu'il y a le manque d'application concrète dans la réalité avec une volonté politique qui parfois n'est pas tout à fait assez bien cernée, quoi. Donc, moi, c'est vrai, ce type-là, ce pauvre Cédric Héroux qui a été condamné pour avoir donné à manger, tout simplement, pour avoir soigné, c'est tout. Tout ce qu'il a fait. Il a essayé de préserver la dignité et l'intégrité d'autres êtres humains. Ce type-là a été condamné, alors que dans un autre temps, ceux qui ont aidé à les faire passer dans des conditions épouvantables, dans lesquelles il y a des morts, etc., ceux qui observent la mort de certains d'entre eux sur nos routes ou dans nos gares, on les laisse tranquilles, quoi. Ouais, donc il y a vraiment un problème de niveau, en fait, c'est ça. Sur cette idée de rédaction des lois que nous dit Richard Berry, est-ce que c'est un problème de formulation parfois, effectivement, Pierre-Yves Martin, pour que les gens comprennent mieux et appliquent mieux, peut-être, ensuite, derrière, les actions en question? Ouais, je pense que des fois, il y a un problème de formulation. Ouais. En effet, qui parfois, entre des lois qui peuvent être votées et leur application sur le terrain, ou même pour les maires, c'est compliqué. Il y a eu des lois qui ont été votées très intéressantes sur notamment l'habitat indigne, ainsi de la lutte contre l'habitat indigne. Mais qui sont difficilement transposables parce que soit il y a un manque de moyens dans les services de l'État pour pouvoir appliquer. On met en place des actions concrètes pour pouvoir lutter contre notamment les divisions pavillonnaires avec la mise en place du permis de louer. Mais cette application du permis de louer, derrière, quand on fait remonter des dossiers auprès des services de l'État, il y a une lenteur administrative qui aujourd'hui fait perdurer ces situations de division pavillonnaire. Il y a un problème de suradministration aussi. Il paraît qu'il y a trop de monde et que ça va trop lentement, quoi, c'est ça? C'est ça. Et puis on a plus dans la région parisienne, on a créé des strates supérieures entre les communes, les départements, les régions, les territoires et aussi la métropole. Et aujourd'hui, chacun a des compétences, parfois même transposables. Et aujourd'hui, on est avec un système un peu très complexe. Et c'est pas qu'une histoire de volonté politique, quand même. Si? À un moment donné, il faut avoir quand même du courage politique et de reposer les bonnes questions. Qu'est-ce que doit faire l'État et quels sont les principes régaliens que doit faire défendre l'État? Je pense que la justice, la sécurité, l'éducation, la santé,
sont des axes importants auxquels l'État devrait investir, mettre des moyens, et sans doute revoir aussi ce qu'on pourrait confier plus aux maires pour aussi et donner plus de liberté, plus de liberté aux maires et d'action pour agir sur le terrain. C'est excellent sur Sud Radio, vous restez connectés. Nous, on va revenir tout de suite avec le réalisateur et comédien Richard Berry et le maire LR de Livry-Gargan, Pierre-Yves Martin. Restez là. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi c'est excellent et c'est la deuxième partie de votre émission avec le comédien Richard Berry à l'affiche de L'Audience est ouverte au Théâtre de la Michaudière et le maire de Livry-Gargan, Pierre-Yves Martin. Alors Richard Berry, on vous écoute encore un peu dans deux films qui, selon moi, ont marqué l'histoire. On est sur Sud Radio et c'est parti. Que ça te plaise ou non, mon business à moi, c'est pas les putes. Et le racket. C'est les affaires. Vrai. How much do you want? 50-50. D'accord, j'appasserai ta cam. Mais où je veux et quand je veux. Ouais, le chemin qui monte. À 30 mètres, c'est la frontière syrienne. Il y a 2 mois, un commando a essayé d'attaquer en passant par là. C'est pour ça qu'ils ont mis l'armée. Ils ont bien fait comme si on est protégés, non? Normalement, oui. Mais c'est trop calme en ce moment. Tu sais qu'il y a des tanks sur toute la montagne. Ils ont chacun le canon braqué sur un des bâtiments du kibbutz. Quand même sur nous? Bien sûr, même sur nous. En ce moment même, un Syrien t'observe dans les canons. Alors on était avec Richard Berry sur Sud Radio. On vient d'entendre un extrait du Grand Pardon 2, avec notamment Roger Hanin de Alexandre Arcadi, et pour Sacha aussi un film avec Sophie Marceau et de Alexandre Arcadi avec vous, Richard Berry. Alors ces deux films, je les ai pas choisis pour rien, mais parce que aussi chacun à leur manière, ils racontent un versant de l'histoire juive de deux points de vue très différents. Il y a la mafia française et puis il y a les kibbutzim, les habitants des kibbutz en Israël, comme pour illustrer aussi cette immense richesse de nationalité et de culture qui forme le peuple juif. Alors Richard Berry, c'est bien votre histoire et celle de votre peuple que vous aimez nous raconter, même quand vous jouez, et souvent aussi même dans ces heures les plus sombres. Qu'est-ce que c'est les clichés les plus persistants, vous, que vous avez rencontrés en raison de votre identité juive, justement? Moi, j'ai pas ressenti les clichés personnellement, si vous voulez. Moi, ce que j'ai ressenti personnellement, c'est l'antisémitisme. C'est sans cliché, savoir, ça. Oui, enfin c'est ça, voilà. Mais si vous voulez, je sais pas vraiment pourquoi ça vient, ni d'où ça vient. En revanche, d'une manière générale, les clichés qui perdurent sont toujours les mêmes. Hein. C'est l'argent, le sexe, voilà, les lobbies, alors que. Moi, je pense que c'est exactement le contraire. Hein. Mais on ne sait pas, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est contre lequel il est extrêmement difficile de lutter. Parce qu'on voit bien qu'avec le temps, rien n'y fait, quoi. Le temps et même les drames qu'on a pu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Judith, mais les drames que les Juifs ont vécus au siècle dernier, ça n'a changé en rien l'antisémitisme et le point de vue des antisémites. Hein. Et alors ces deux films, quand même, comme je disais, ils montrent une palette, une diversité en fait de ce que c'est que les Juifs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout type de niveaux sociaux et de culture et même de nationalité, d'origine. Et ça, c'est important de le dire quand même aussi, hein, parce que les gens ont tendance à amalgamer, c'est ça? Oui, mais on peut dire aussi que, enfin, je vais me faire. Allez-y, parlons vrai sur Sud Radio. On peut dire aussi que chez les Juifs, mais comme partout, il y a des bons et des mauvais. Oui. Hein, il y a des truands, mais il y a aussi des poètes, il y a des grands musiciens. Oui, parce que dans le Grand Pardon, il y a effectivement des mauvais garçons, puisque c'est inspiré même d'une histoire vraie au départ, le premier Grand Pardon. Mais il y a aussi des poètes, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens aussi qui n'ont pas réussi. C'est comme toute l'humanité, en fait. Hein, voilà, c'est comme l'humanité, c'est à la mesure de ce qu'est l'humanité. Mais quand on prend l'exemple, par exemple, d'un film que j'ai réalisé, là, qui s'appelle Tout de suite sur l'affaire Halimi, on voit bien qu'est-ce qui a fait que ces gens-là se sont fixés, ce gang des barres, sur ce garçon. C'est qu'ils ont pensé qu'il avait de l'argent, mais ce qui est quand même une aberration. C'était un petit vendeur, sa mère était standardiste, à mi-temps, son père était un petit commerçant, et lui, il vendait des téléphones dans un magasin de téléphonie, si vous voulez. Donc, c'est vraiment juste le cliché stupide, bête, qui les a amenés à kidnapper ce garçon et à le tuer. Bien sûr.
Alors Pierre-Yves Martin, je rappelle que vous êtes le maire de Livry-Gargan dans le 93, dans le contexte actuel où l'antisémitisme et la haine sont des préoccupations majeures nationales. Les leaders locaux comme vous-même, ils doivent encourager évidemment le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle entre les différentes communautés de votre ville, et c'est un vrai sujet quand même. Exactement. Et aujourd'hui, on doit faire en sorte, et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, les maires sont les garants des piliers de la République. On doit faire en sorte que chacun puisse vivre ensemble dans une commune. Et on doit en effet passer régulièrement des messages pour lutter contre l'antisémitisme, pour lutter contre les propos racistes, homophobes ou autres qui peuvent être véhiculés. Et je pense que notre position de maire, c'est aussi d'être dans cette action quotidienne. Et moi, c'est pour ça que j'hésite pas à aller dans les écoles, passer régulièrement des messages. C'est ce que j'allais dire, j'avais envie de dire, et en particulier auprès de la jeunesse, évidemment. Exactement. Ça. Et ça passe par l'éducation, tout ça. Hein. Exactement. Et passer, en effet, du temps dans les écoles pour passer des messages, passer des messages sur les valeurs de la République, sur ce qu'est les fonctions institutionnelles, le rôle d'une mairie. Je pense que c'est important aujourd'hui de reposer les bases. Et je pense que c'est principe. Et je pense que la jeunesse est prête à écouter. Oui. Vous le constatez ? Oui, elle est prête à écouter. Ils ont envie, en fait, ils ont envie, ouais, de vivre mieux, quoi. Voilà, ils ont envie de vivre mieux, de vivre ensemble. Mais on doit être vraiment toujours en vigilance, parce que en effet, derrière, il y a souvent d'autres messages qui peuvent venir de l'extérieur et qui sont nauséabonds. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, vous faites des actions concrètes pour promouvoir la tolérance, combattre les discriminations. Alors, vous en parliez tout à l'heure, le 8 mars prochain, pour la Journée internationale du droit des femmes, vous recevez Destin de femmes. Alors, Destin de femmes, je rappelle aux auditeurs que j'ai cette émission qui passe le samedi, mais que c'est aussi le livre de Valérie Pérez-Henouchi qui devient un spectacle, des lectures, de témoignages de femmes justement qui parlent de leurs difficultés de vie autour du monde. Alors, encore une fois, Pierre-Yves Martin, la culture elle est porteuse de messages et ça permet de rendre audible la difficulté de l'autre, en fait. C'est ça qui est important. Oui, c'est à travers ce spectacle Destin de femmes, c'est aussi passer cette vision du féminisme positif, qu'il y a cette égalité. Alors, racontez-nous le féminisme positif, justement. Qu'en effet, on puisse montrer que la femme a des atouts, qu'on est complémentaires entre l'homme et la femme, et que qu'on ne doit pas faire contre, mais avec, quoi. Exactement. En fait, c'est ça, ouais, bien sûr. Alors, justement, la collaboration entre les arts et les institutions publiques, il faut qu'elle soit renforcée finalement pour créer un impact durable. Là, tout à l'heure, vous parliez en antenne de peut-être venir jouer, l'audience est ouverte dans la ville. Il faut vraiment renforcer ce lien, Pierre-Yves Martin. Oui, il faut le renforcer et en effet promouvoir la culture, l'art. On a mis en place très récemment à Livry-Gargan une maison d'artistes permettant à ce une résidence d'artistes, qui permet à des artistes amateurs ou en confirmé de permettre de venir directement à l'approche du public et ainsi de faire découvrir des formes d'expression différentes. Différentes. Alors finalement, Richard Berry, quand on est comédien, parce que vous choisissez quand même, vous avez interprété une variété de personnages, y compris des rôles qui portent un message social fort. Finalement, quand on est comédien, on fait de la politique aussi un petit peu, non ? Il y a une forme d'engagement, oui, effectivement, mais tout est politique, si on veut aller par là. Tout ce qu'on fait, tout acte, les vêtements qu'on s'achète ou qu'on ne s'achète pas. Donc, si vous voulez, il y a un engagement politique, oui, et moi, en tous les cas, particulièrement sur ces 4-5 dernières années, j'ai décidé d'aller au-devant de choses qui me tiennent plus particulièrement à cœur que d'autres. C'est quoi ? C'est une envie de sens, quoi, aussi. Oui, voilà. J'ai pas envie de perdre mon temps. C'est intéressant d'utiliser son capital, j'allais dire pouvoir, enfin en tous les cas sa capacité à convaincre pour la mettre au service de choses qui nous concernent, qui nous touchent. C'est ce que j'essaye de faire c'est depuis quelques années et un peu plus là dans ce spectacle. L'audience est ouverte parce que, en fait, comme vous le dites, c'est vrai, ce spectacle, il est politique, quoi. Clairement, ouais. Parce que par le choix, déjà, et par ce que racontent ces plaidoiries elles-mêmes qui sont
très très fort. C'est les grands moments d'histoire, quoi. Hein. Pour atteindre la justesse, en fait, il faut être engagé, quoi. C'est-à-dire, même quand on joue un rôle, excusez-moi le terme, lambda, qui est un rôle comique, si on n'est pas engagé dans ce qu'on fait, en fait, bah... Alors, je dirais que moi, il y a une... Oui, alors là, allons au-delà du contenu. Hein. Si on veut convaincre, il faut aller chercher la vérité. Moi, je fais une grande différence pour un acteur entre la sincérité et la vérité. Il y a plein de très mauvais acteurs qui sont très sincères. Ils sont très sincères, ils mettent tout leur cœur, ils mettent toute leur énergie, mais ils sont mauvais. Et en revanche, quand un acteur cherche la vérité, là il est juste et là il va droit au cœur des spectateurs. Et là, effectivement, comme vous le dites, que ce soit dans la comédie ou dans le drame, ce que le spectateur va ressentir, éprouver, ça passera par cette vérité-là. Donc c'est le cœur, quoi. Pas que, trop facile. C'est, je dirais, le cœur, mais il y a un travail quand même. Il y a une démarche, il y a une construction. Comment on trouve la vérité ? C'est du boulot. C'est du boulot. Vous savez, les musiciens jouent des notes. Ils apprennent le solfège, ils passent par un instrument, ils travaillent cet instrument. Et ben, je pense que c'est la même chose pour les acteurs. Malheureusement, on a l'impression que c'est à la portée comme ça de tout le monde et n'importe qui. Mais il y a des moyens de travailler sur un texte. Et l'instrument sur lequel on joue, c'est nous-mêmes. Donc, si vous voulez, il faut apprendre à travailler sur cet instrument qu'on est et avec des techniques qu'on enseigne malheureusement de moins en moins aujourd'hui. Eh ben, faudrait après apprendre un peu le solfège, quoi. Hein, un peu le solfège de soi-même comme acteur, oui. Alors Pierre-Yves Martin, rapidement aussi, votre engagement politique, vous aussi, c'est un engagement pour vos idéaux, c'est-à-dire que faire de la politique sans avoir un idéal au départ, ça marche pas. Et vous aviez envie d'être maire de votre ville où vous êtes né, hein ? Oui, je suis né à Livry-Gargan. Depuis un moment, j'observe et je suis très intéressé par l'actualité politique, la vie politique. Dès petit, je commençais, dès l'âge de 10 ans, je commençais à garder les prospectus et les tracts politiques qui pouvaient être mis en place lors des différentes élections municipales. Vous faisiez une petite collection. Une petite collection, dès l'âge de 10 ans. Ouais. Okay. Et puis, s'engager pour la commune où on est né, où on vit chaque jour, c'est... Ça a d'autant plus de sens, quoi. Ça, voilà, d'autant plus de sens, exactement. Moi, j'avais une partie de ma famille qui vivait à Livry-Gargan. Ah, c'est le scoop de ce soir. Ah oui, bon... Ils y sont encore ? Non, ils sont décédés depuis longtemps, parce que je suis vieux. Mais je me souviens, ils avaient un petit pavillon, comme ça, comme dont vous parlez là tout à l'heure, un petit pavillon, et j'allais passer des week-ends chez eux, retrouver mes cousins, ils habitaient à Livry-Gargan. Ça résonne avec le soleil pour moi, je sais pas. C'est un nom de ville qui est très gai. Oui, voilà. Et puis c'était aussi souvent la campagne pour les Parisiens. Cette ville à l'est de Paris. On va venir la découvrir très bientôt. Enfin, moi, le 8 mars, très personnellement. Donc, voilà. On va rester encore un petit peu avec vous, chers auditeurs. Vous êtes sur Sud Radio avec nous et on est en compagnie du réalisateur et comédien Richard Berry et du maire de Livry-Gargan, Pierre-Yves Martin. Et vous restez là, nous on revient évidemment. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent d'être avec vous ce soir comme tous les dimanches à 19h. On est ensemble encore un petit peu de temps avec le comédien Richard Berry qui est à l'affiche de L'Audience est ouverte au théâtre de la Michaudière et le maire de Livry-Gargan, Pierre-Yves Martin. Alors on va parler un peu de vous messieurs quand même. Pierre-Yves Martin, vous êtes engagé très tôt en politique. C'est à quel moment ça ? Alors vous avez commencé à nous raconter un petit peu tout à l'heure qu'à 10 ans vous faisiez la collection des prospectus politiques qui vous arrivaient. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez su que c'est ça que vous vouliez faire, c'était votre chemin de vie ? Non, pas forcément, mais quand on s'engage, commence à regarder l'actualité politique, ensuite, très rapidement aussi, je me suis engagé dans le monde associatif dans ma commune, donc avec différentes responsabilités où on a pu me faire confiance. Et vous avez été élu maire très jeune, je crois que vous aviez 34 ans. Hein, exactement, oui. Donc c'était quand même une volonté claire relativement tôt, quoi. Après, il y a différentes opportunités qui m'ont permis d'être candidat. On vous a poussé sur la voie ou vous y êtes allé tout seul ? On m'a un peu poussé aussi sur la voie en me disant... que vous aviez les qualités ?
vous êtes en effet qu'on a quelques qualités et puis que on peut en effet, en étant investi depuis quelques années sur l'Ivry-Gargan dans le milieu associatif, qu'on pouvait s'intéresser à la vie et à la vie de la commune, à la gestion d'une de la commune. Ouais. Et vous avez des figures tutélaires qui vous ont influencé dans votre décision de faire de la politique et de devenir maire en particulier? J'ai été marqué, notamment quand je me suis investi dans la campagne de Nicolas Sarkozy, en 2007. Voilà, lui, c'est une figure tutélaire pour vous? Oui, quand je me suis engagé en 2000. Plus maintenant? Il y a eu plus maintenant. Il y a eu différents aspects qui ont au chemin qu'il a pu choisir, qui ont peut-être mis de côté son aspect et certains principes que j'avais, auxquels je me suis engagé en politique aussi. D'accord. Donc en fait, ça allait au départ et après ça allait moins, mais c'est quand même quelqu'un qui vous a clairement inspiré sur votre chemin, quoi. Exactement. L'engagement, oui. L'engagement. Bon, c'est un maître mot dans cette émission ce soir. Richard Berry, vous avez eu plusieurs vies, alors notamment celle de réalisateur, on le sait. On écoute alors 2 petits extraits quand même. Il a tout arrêté, crois-moi. Alors pourquoi on lui tire dessus? Je sais pas. Il a y crevé. Le mal, c'est le mal. Il est en nous. Il faut l'accepter. Pourquoi les hommes beaux et intelligents plaisent aux femmes? Lui, par exemple, c'est Morgan, mon meilleur ami. Morgan, you are the best! J'aurais voulu avoir ses muscles. Comme ça, j'aurais pu plaire à Sarah Delgado, la plus belle fille de l'école. Voilà pourquoi. Moi, César. Allez, César! 10 ans et demi, 1m39, je veux quitter le monde des enfants pour entrer dans le monde de l'adultère. L'adultère, t'es sûr? 3. Les films de Richard Berry sur Sud Radio. Alors, on a entendu un extrait de L'Immortel avec Jean Reno et Cadmerade que vous avez réalisé en 2010, Richard Berry. Et puis moi, César, 10 ans et demi, 1m39, ça date de 2003. C'était avec Jules Citruc, Marianne Medeiros et Jean-Philippe Écoffet. Alors, L'Immortel, déjà pour en parler, ce que j'aime bien dans le pitch, c'est que cette histoire est inspirée de faits réels, mais où tout est inventé. Donc déjà, ça me plaisait. Et c'est au cœur du milieu marseillais. C'est un défi quand même, Richard Berry, de raconter une histoire qui est basée sur des événements réels, mais avec des éléments inventés. Alors, comment vous avez réussi à vous sortir de ça, justement? C'est-à-dire que je suis parti de la mécanique elle-même. C'est-à-dire ce type qui prend 22 balles, qui survit et qui va vouloir se venger, alors que c'est un type qui était... Parce que ce qui m'intéressait comme sujet, moi, là-dedans, c'est l'idée de la rédemption. C'est ça, le type mais alors quand je dis que c'est inventé, c'est là où c'est inventé, c'est-à-dire que c'était pas le cas. C'était pas inventé. Non, c'était pas un type qui était dans la rédemption à l'époque. Non, il était encore dans les affaires, mais il a été trahi par l'amitié, par un ami. Et c'est ça qui m'a un peu interpellé quand j'ai rencontré Jackie Imbert, qui a disparu maintenant, qu'on a dit Jackie Lemat. J'ai senti cette déception profonde en lui. Et là, je me suis dit, voilà, si peut-être à travers ça, je pouvais raconter la notion de rédemption, ça serait pas inintéressant. Donc finalement, c'est toujours des nœuds d'émotions, c'est ça qui vous interpelle en fait dans les histoires que vous avez envie de raconter. Absolument. Quoi. Absolument. C'est l'émotion. Oui, parce que sinon, si c'est pour raconter une intrigue d'action comme ça, quelconque, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de raconter où est le fameux nœud gordien qu'il peut y avoir chez tout individu. Le moment où ça devient douloureux, difficile, peut-être de vivre, quelles que soient d'ailleurs les options qu'on a pu prendre dans sa vie. Là, cette notion de résilience dont parle si bien Cyril Nick, si vous voulez. Tout le monde a des problèmes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on en fait. Bien sûr. Alors justement, moi, César, 10 ans et demi, 1m39, dont on a entendu un extrait aussi, c'est un film beaucoup plus léger, qui raconte un petit garçon qui en fait va s'inventer une vie, en fait, parce que la sienne lui plaît pas, grosso modo, c'est ça. C'est une belle métaphore aussi de comment on arrive à se sortir avec nos propres histoires et avec notre propre histoire pour se projeter dans un truc plus sympa, quoi, finalement. En fait. C'est un peu ça, et c'est aussi, pour moi, c'était une façon de raconter le manque de communication qu'il pouvait y avoir entre les adultes et les enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne communique pas avec un enfant, où on ne parle pas vrai, où on ne dit pas la vérité, ça c'est mon influence très doltoïenne. Sur la radio du Parlons Vrai, vous êtes au bon endroit. Voilà. Donc à partir du moment où on ne parle pas vrai avec un enfant, obligatoirement il va s'inventer quelque chose, et quelque chose qui n'est pas forcément formidable. Et
Donc c'est ça que j'avais envie de dire dans ce film. Et quand j'ai écrit cette histoire, moi j'avais l'impression que je parlais de moi, évidemment, je parlais de ma propre histoire, de mon propre point de vue. C'était ma question d'après. Ça inspiré de vous, ça ? Oui, entièrement. Et à partir de ce moment-là, j'avais l'impression que j'allais être vraiment tout seul, en disant là, ça va pas s'adresser à grand monde, cette histoire de ce type qui s'invente des trucs, etc., parce qu'on lui a pas dit la vérité sur tel et tel sujet. Et puis à l'arrivée, quand j'ai commencé à tourner le film, il y avait un électro qui me disait moi ça je l'ai vécu, un machiniste qui me disait moi ça c'est exactement comme ça, j'avais vécu telle ou telle chose. Et puis je me suis rendu compte que quand on part du particulier, c'est comme ça qu'on arrive à l'universel, et ce film a été un énormissime succès. Et je rencontrais encore des gens il y a 2 jours, 3 jours. Qui vous en parlaient ? Ah oui, moi je l'ai vu, quelqu'un qui travaille au théâtre qui me dit ça a été mon film. Alors vous avez commencé par vous raconter des histoires pour les raconter aux autres pour devenir comédien en fait. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça, ouais. Ça résume grosso modo l'idée, quoi. En fin de compte, le tout c'est de raconter des histoires, qu'elles soient à soi ou les siennes ou celles des autres. Celles des autres. Mais c'est raconter des histoires. Bien sûr. Et avoir envie de les raconter. Ouais. Parce que si on n'a pas la passion derrière de transmettre aussi, ça marche pas, quoi. Non. C'est cette vérité dont vous parliez. Exactement. Mais là, on est vraiment au cœur même. Vous voyez, quand moi je fais ces plaidoiries, c'est parce que j'ai vraiment la volonté profonde de communiquer avec le spectateur. Je veux qu'il entende chaque mot, qu'il ressente chaque émotion. Je lui parle à lui en particulier. J'ai l'impression que... il est jury, dans juré. Juré, pardon. Et jury aussi, d'ailleurs, parce qu'il y en a une qui fait partie d'un concours d'éloquence, donc c'est un jury. Pierre-Yves Martin, on va bientôt arriver à la fin de cette émission, mais vous, votre engagement, ce qui vous pousse à agir, en fait, c'est d'agir pour les autres. C'est une passion, en fait, de vous engager pour votre communauté comme ça aussi. Parce que vous avez des choses à dire de vous-même aussi, on a envie de savoir un peu quoi. Oui, c'est un véritable engagement de pouvoir agir au quotidien pour sa commune, pour les habitants, pour les autres. Je pense que depuis tout jeune, je me suis déjà engagé dans le monde associatif. À quel âge vous êtes engagé dans le monde associatif ? Dès l'âge de 16 ans. Voilà, qu'est-ce que c'était qu'est-ce que vous faisiez alors ? J'étais dans les associations sportives, et on m'a rapidement aussi confié des responsabilités dans ces associations. Et je pense que aujourd'hui, être maire, on parlait de vérité, c'est parler vrai. Et aujourd'hui... c'est être au service de l'autre et à portée de baffe un peu quand même. Oui, mais on peut être à portée de baffe. Passionné, quoi. On peut être à portée de baffe, mais si on parle vrai, on est en contact. Prend pas. On les prend pas parce que je pense que, en effet, aujourd'hui, ce que les habitants, ce qu'ils veulent entendre, c'est la vérité. Et en effet, alors c'est vrai que moi, parler vrai, j'applique aussi un principe, c'est une formule qu'une de mes institutrices a pu donner, c'est que nous sommes faits de 2 oreilles et d'une bouche. C'est en effet aussi pour faire en sorte qu'il faut écouter 2 fois plus avant de parler, et avant de parler 2 fois plus. Ça rentre d'abord par les oreilles, quoi. Exactement. Et je pense qu'en étant comme ça, on peut parler vrai et dire vrai. Eh ben, c'est l'émission du Parlons Vrai sur la radio du Parlons Vrai ce soir, Sud Radio. Dernière question de l'émission, messieurs, vous avez assez peu de temps pour répondre. Tiens, je vais commencer par vous, Pierre-Yves Martin. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez ? Persévère. Tu avances bien. Voilà. Et vous, Richard Berry ? Moi, je dirais que finalement, je suis pas mécontent que l'adulte que je suis est resté l'enfant que j'étais. Il est pas parti, quoi. Voilà, et qu'il faut continuer de le rester, surtout. De regarder le monde dans le point de vue de cet enfant-là, oui. Parce que ça permet de voir avec plus d'émotion, justement, ou de vérité, une certaine vérité. Oui, de vérité, oui, c'est ça, de vérité. À la fois, j'ai l'innocence et oui, c'est ça, de l'enfant, mais en même temps, j'ai la chance d'avoir grandi, d'avoir compris 2-3 choses, mais de garder cette fraîcheur, voilà, de l'enfance plutôt, voilà. Eh bien, gardons la fraîcheur de l'enfance et parlons vrai. C'était ça le thème de l'émission de ce soir. C'est excellent. Et c'était excellent. Merci à tous les deux, Richard Berry. Merci Pierre-Yves Martin. Merci. Chers auditeurs, vous courez au théâtre de la Michaudière à Paris. Voir Richard Berry dans l'audience est ouverte. C'est une mise en scène de Éric Théobald et c'est du mercredi au samedi à 20h et le samedi à 15h30. Alors, le théâtre de la Michaudière, c'est au 4 bis rue de la Michaudière à Paris. Et puis, vos tickets, c'est sur michaudière.com. Pierre-Yves Martin, vous accueillez Destin de femme à la salle Yves Montand de Livry-Gargan le 8 mars prochain à l'occasion de la
Journée internationale du droit des femmes. Alors il y aura notamment avec nous Fanny Cotenson, Michael Cohen, Héloïse Vanille, Marco Prince, Vanille, Nicolas Destienne-Dorve, enfin toutes les infos, elles sont sur le site de la ville, je suppose. Exactement. Voilà, donc je suppose livrygargan.com. livrygargan.com. Voilà. Et ben nous on se retrouve, chers auditeurs, samedi prochain 13h30. C'était .fr, c'est ça, livrygargan.fr. Bon ben voilà, c'est livrygargan.fr. Nous on se retrouve donc samedi prochain 13h30 pour Destin de femme et dimanche 19h pour un nouveau C'est excellent sur Sud Radio. Merci à Thibaut qui réalise pour vous aujourd'hui. Sans oublier les équipes de Sud Radio, votre radio préférée. Toutes les émissions sont à retrouver sur sudradio.fr, YouTube, sans oublier Twitter, Deezer. Enfin, c'est plus Twitter maintenant, c'est X. Je vous embrasse. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.